Donc, on est face à une crise sans précédent. L'espèce humaine est confrontée à une crise existentielle et sans précédent, qui menace non seulement de coûter la vie de plusieurs millions de personnes à cause de la maladie, des famines, de balayer de nombreuses institutions qui étaient considérées comme acquises jusqu'à présent, de plonger une grande partie du monde dans un âge des ténèbres, y compris culturel, mais cela, malheureusement, peut aussi conduire vers une guerre thermonucléaire qui pourrait potentiellement anéantir l'humanité. Cette crise est bien plus importante que celle du XIVe siècle, lorsque la peste noire a anéanti un tiers de la population de l'Inde à l'Islande, car elle affecte le monde entier. Elle est plus grave aussi que la Grande Dépression des années 30, car elle peut potentiellement détruire plus de substances économiques. Et si la guerre éclate, elle sera plus fatale que les guerres du XXe siècle, car évidemment, elle impliquerait probablement le déploiement des armes thermonucléaires. En raison de la mondialisation et de l'internationalisation des nombreux systèmes, la guerre nucléaire, les armes nucléaires, Internet, toute la population mondiale est dans le même bateau. Et contrairement aux époques précédentes, lorsque des parties du monde se sont effondrées, alors que d'autres régions du monde connaissaient une apogée culturelle, cette fois, il n'y aura pas de solution partielle ou ici et là. Donc, plus que jamais auparavant dans notre histoire, en tant que communauté, nous sommes mis au défi de définir de nouveaux principes qui peuvent garantir l'aptitude à long terme de la survie de notre espèce. C'est le but de cette conférence. Comment identifier les causes de cette crise, les éliminer et ouvrir un nouveau chapitre de l'histoire universelle en dehors des conflits géopolitiques, en dehors de l'atmosphère d'agression, de méfiance, et l'élever au niveau de la raison qui est en accord avec l'identité de l'humanité en tant qu'espèce créatrice. Beaucoup se demandent pourquoi j'amène cette question de la guerre nucléaire. Parce que les accusations scandaleuses, malveillantes, qui ont été portées contre la Chine par les services secrets britanniques du MI6 et du MI5, et toute la propagande de la Henry Jackson Society de Londres, du Conseil de l'Atlantique et d'autres foyers d'agents britanniques des deux côtés de l'Atlantique, ont blâmé la Chine pour la pandémie de Covid-19, parce que, soi-disant, elle aurait informé le monde en retard, ou même qu'elle utiliserait cette pandémie pour mener une guerre biologique contre l'Occident. Donc, c'est l'idée de créer l'image d'un ennemi pour lancer une guerre. C'est ça qui est fait par cette propagande. L'insolence avec laquelle la Henry Jackson Society, noyau dur des néoconservateurs libéraux et parti de la guerre anglais, et des deux côtés de l'Atlantique, demande des milliards de dollars en compensation pour les pays du G7, parce qu'on peut considérer que la Chine n'a pas fait ce qu'il faut et donc il prépare le terrain pour cette confrontation stratégique. Ça, c'est la réaction hystérique, mais finalement un peu désespérée d'un empire qui se rend compte que tout est fini et que le monde ne reviendra plus jamais aux orientations stratégiques qui déjà s'effondraient avant cette pandémie. Ce monde unipolaire, ce consensus de Washington, c'est soi-disant cet ordre démocratique imposé par la règle, qu'ils avaient réussi à maintenir au moins en façade avant le déclenchement de cette pandémie. Les calculs du parti de la guerre étaient erronés. Ils ont déclaré à la hâte, rappelez-vous, la fin de l'histoire après l'effondrement de l'Union soviétique, et ils ont vécu dans l'illusion que la Chine, il suffirait de lui proposer de devenir membre de l'OMC et que naturellement, elle se développerait de manière automatique en une démocratie libérale de style britannique et que pour tous les autres pays, on les transformerait en démocratie coûte que coûte à l'occidental avec des révolutions de couleur, des politiques de changement de régime ou des guerres interventionnistes dans les pays au Moyen-Orient en particulier. Donc les réalisations culturelles uniques et historiques de la Chine, celle d'avoir non seulement permis de sortir 850 millions de personnes de sa propre population de l'extrême pauvreté, mais aussi pour la première fois de donner aux pays en développement, avec la politique des nouvelles routes de la soie, la perspective de surmonter la politique coloniale qui est encore mise en œuvre à ce jour par le FMI. Et la pauvreté massive
Et cette politique mise en place par la Chine a été accueillie avec une horreur impressionnante par les différents porte-paroles de cet empire britannique. Et les médias occidentaux qui avaient ignoré au début le plus grand programme d'infrastructure de l'histoire pendant environ 4 ans, les nouvelles routes de la soie, les attaques contre le régime autocratique, la Chine, la Russie, sont devenues maintenant monnaie courante, intensifiée dans tous les médias qui, depuis 2015, se sont lancés, ces mêmes médias, dans une chasse aux sorcières contre Trump, de connivence avec les services secrets britanniques. Mais une fois que les chiffres publiés en mars et en avril ont montré que la Chine avait non seulement réussi à freiner la pandémie plus efficacement, mais aussi à surmonter les conséquences économiques de cette crise beaucoup plus facilement que les pays occidentaux, chez qui la privatisation du secteur de la santé les avait laissés dans un état d'impréparation totale face à la pandémie, le ton envers la Chine est devenu très virulent. Ce fameux système basé sur les règles des démocraties occidentales, qui seraient les seules à avoir la seule légitimité démocratique, sont de plus en plus fragiles et même menacent de s'effondrer, tandis que Pékin mène une guerre de stratégie de guerre sans restriction. Voilà la propagande. La réalité, en fait, c'est que le système libéral de l'Empire britannique s'est effondré d'un seul coup. Alors, ça ne veut pas dire que ses forces et ses alliés, cet empire financier, ne peuvent pas encore infliger d'énormes dégâts dans leur agonie, en déclenchant une guerre, par exemple. Donc, comme le disait Confucius, il est temps de corriger quelques noms. Donc, si l'idée est de dresser une liste de coupables et d'indemnisation qui serait due à la crise actuelle, alors ça doit être la liste des effets du libéralisme anglais, dont les protagonistes, par exemple comme Winston Churchill, portent la principale responsabilité pour l'absence de l'aspect le plus important du système de Bretton Woods qui devait être mis en place après-guerre par Franklin Delano Roosevelt, c'est-à-dire un système de crédit pour vaincre le colonialisme et industrialiser les secteurs en développement. En raison de cette absence, de cette faute, le contrôle de l'empire financier anglais sur le prétendu tiers-monde s'est perpétué dans l'après-guerre. Et cette situation a ensuite été exacerbée après que le président Nixon a mis fin au système du Bretton Woods en août 1971, ce qui a entraîné des déréglementations successives des marchés financiers, la fameuse externalisation ou délocalisation vers des pays à main-d'œuvre bon marché et les conditionnalités du FMI. Le seul et unique but de toute cette politique était de maintenir le pillage colonial et d'empêcher tout développement sérieux dans ces pays. Comment quelqu'un dans les soi-disant pays avancés, et ce que nous voyons aujourd'hui avec cette crise du coronavirus, comment quelqu'un peut assumer encore aujourd'hui, pour ne serait-ce qu'une minute, que la pauvreté brutale qui sévit en Afrique, en Amérique latine, dans certains pays d'Asie, serait une fatalité, ou même que ces pays se les auto-infligés. Donc, ce qu'a fait si l'Occident avait fait au moins ces 70 dernières années ce que la Chine a fait en Afrique depuis 10 ans, à savoir la construction de chemins de fer, de barrages, de centrales électriques, de parcs industriels, alors tout l'Afrique bénéficierait du niveau de développement de la Corée du Sud, de Singapour au mieux encore. L'Afrique n'a pratiquement pas de système de santé, pas de réseau d'infrastructures. La moitié de la population n'a pas accès à l'eau potable ou à l'électricité, parce que l'Empire britannique les a délibérément supprimés, en travaillant avec le FMI et la Banque mondiale, avec les ONG comme le WWF, qui considèrent que la protection de l'espèce est plus importante que la vie de millions de personnes. Si vous prenez en compte l'effet global de cette politique, vous allez arriver à un chiffre de millions de personnes dont la vie a été brisée par la faim et des maladies non traitées. Donc, contrairement au mythe selon lequel l'Empire britannique aurait cessé d'exister une fois pour toutes avec l'indépendance des colonies et la fameuse cérémonie de passation de pouvoir de Hong Kong le 30 juin 1997, il existe toujours sous la forme d'un contrôle néolibéral, monétariste du système financier mondial. Un contrôle financier qui a toujours été
la quintessence des empires. Un autre exemple de pure propagande de l'empire est de dire que les pays du tiers-monde ne veulent tout simplement pas se développer. La réalité est que même le concept, ce qu'on avait appelé les décennies du développement unique, qui avait été développé les idées brutales et crues Rome, selon lesquelles il y a des limites à la croissance, ou les notions misanthropiques d'individus comme John D. Rockefeller III. Rappelez-vous à la conférence des Nations Unies sur la population à Bucarest en 1974, ou dans le rapport NSSM 200 de Henry Kissinger, qui sont sortis la même année et qui n'étaient que des coquilles vides, finalement, reprenant les déclarations maléfiques du pasteur Malthus. Lui-même était le gribouilleur de la Compagnie britannique des Indes orientales et lui-même avait plagié les idées d'un soi-disant économiste vénitien qui s'appelait Gianmaria Ortes. Lyndon LaRouche a réagi à ce changement de paradigme lorsqu'il a commencé, dans une série d'études en 1973 sur les effets de la politique du FMI, à mettre en garde que la sous-alimentation croissante, l'affaiblissement du système immunitaire, le manque d'hygiène conduirait à l'émergence de pandémies mondiales. Après les milliers de discours, d'écrits qui ont circulé au cours des 50 dernières années sur les 5 continents, personne ne peut dire que la pandémie actuelle n'était pas prévisible. D'autant plus que le travail de toute la vie de M. LaRouche a été consacré, entre autres, à l'élaboration de programmes de développement qui les auraient empêchés. La raison fondamentale pour laquelle le paradigme libéral qui sous-tend l'actuel ordre basé sur ces fameuses règles transatlantiques a échoué. Et pourquoi ces élites se sont avérées totalement incapables de réfléchir aux raisons de leur propre échec est lié à leur base axiomatique et aux hypothèses que généralement ils acceptent sur la nature de l'homme, ainsi que leurs concepts politiques et scientifiques. Après l'émergence, durant la Renaissance italienne, d'idées et de formes d'État, de politiques qui avaient consciemment pour but de favoriser les capacités créatives d'une proportion croissante de la population et du rôle du progrès scientifique comme source de richesse sociale. L'oligarchie féodale de l'époque, l'Empire vénitien, a lancé une contre-offensive de manière délibérée dans laquelle Paolo Sarpi, qui était l'un des penseurs de cette oligarchie vénitienne, a présenté ses enseignements et sont devenus la source des Lumières et du libéralisme moderne. L'idée était de contrôler le débat scientifique, mais de nier la capacité de connaître et de découvrir de vrais principes physiques, de supprimer justement ce qu'on appelle l'esprit prométhéen de l'être humain, et même par la force si nécessaire, et de réduire les gens au niveau de leur expérience sensorielle, sensuelle, et considérer la réalisation finalement de la nature humaine comme un fait avéré. Et c'est de cette tradition-là qu'est née la tradition scientifique mécaniste de Galilée, d'Isaac Newton. C'est de là aussi qu'est venue la théorie des jeux et de l'information de John von Neumann et Norbert Wiener. Et plus récemment, toute la politique algorithmique qui sous-tend le commerce des marchés des produits dérivés dans l'économie casino actuelle. Ce dogme empiriste et matérialiste, qui colporte cette image décadente de l'homme, a ensuite été reprise par Thomas Hobbes, Thomas Malthus, Jeremy Bentham, John Locke, John Stuart Mill, reste à ce jour encore la base du libéralisme anglais et du virus qui a davantage contribué à l'état actuel du monde que n'importe quelle autre maladie. La mentalité oligarchique de l'Empire anglais qui renie à l'homme d'être un homme, et en particulier d'ailleurs les hommes de couleur, qui renie l'étincelle divine de cette créativité qui s'exprime en toute clarté dans de nombreux écrits et déclarations, si les gens veulent juste bien les chercher et les voir. Par exemple, prenons le prince Philippe, qui voulait se réincarner en virus mortel afin de réduire la surpopulation de la race humaine à chaque génération, ou alors à la perspective méprisable exprimée par Adam Smith, soi-disant économiste dans sa théorie des sentiments moraux de 1759. Je cite « L'administration du grand système de l'univers, le soin du bonheur universel de tous les êtres rationnels et sensibles est l'affaire de Dieu et non de l'homme.
C'est un lot bien plus humble qui a été attribué à l'homme, mais un domaine bien plus adéquat à la faiblesse de ses pouvoirs et à l'étroitesse de sa compréhension. Le soin de son propre bonheur, de celui de sa famille, de ses amis, de son pays. La nature nous a dirigés vers la plupart d'entre eux par des instincts originaux et immédiats. La nature nous a dirigés vers la faim, la soif, la passion qui unit les deux sexes et la crainte de la douleur, nous invite à appliquer ces moyens pour leur propre bien et sans considération de leur tendance à des fins bienfaisantes que le grand directeur de la nature décidera par lui-même. Donc, fin de citation. Étant donné que tout ça s'applique finalement aux animaux comme aux hommes, il est forcément acceptable d'abattre le troupeau périodiquement, comme les Spartiates avaient tué les Zélotes quand ils pensaient qu'ils étaient devenus trop nombreux. Donc cette image misanthropique de l'homme est amplifiée par du racisme pur. Et ce racisme pur est exprimé par Bertrand Russell lui-même, qu'il a exprimé sans gêne dans son livre La perspective de la civilisation industrielle. Je cite, « La population blanche du monde cessera bientôt d'augmenter. Les races asiatiques vont se développer et les nègres encore plus longtemps, avant que leur taux de natalité ne baisse suffisamment pour stabiliser leur nombre sans l'aide de la guerre et de la peste. Les races les moins prolifiques devront se défendre contre les plus prolifiques par des méthodes certes répugnantes, même si elles seront nécessaires. » Donc c'est précisément cette idéologie raciste qui a été la justification du colonialisme, de la traite des esclaves, des guerres de l'opium. Et pour être honnête, c'est cette idéologie aussi qui est la raison de l'indifférence monumentale manifestée par une grande partie de la population lorsqu'elle entend, par exemple, la nouvelle de la peste acridienne, la crise des criquets en Afrique ou dans certains pays asiatiques, qui aurait pu très facilement être éliminée il y a 2 mois pour seulement 75 millions de dollars. Et le fait que rien n'a changé dans le soutien à l'eugénisme chez les représentants de cet empire a été encore souligné récemment par un chroniqueur du Daily Telegraph, Jeremy Warner, dans un article de début mars de cette année. Je cite, sans être trop précis, mais d'un point de vue économique totalement désintéressé, le Covid-19 pourrait même s'avérer légèrement bénéfique à long terme en l'éliminant de manière disproportionnée les personnes âgées qui sont une charge. Ce sont ces prémices barbares du dogme libéral, même si évidemment ce n'est pas tout à fait à la mode d'admettre leur existence dans les pays développés, qui ont conduit justement M. Lyndon LaRouche, il y a de nombreuses années, à stipuler que la combinaison des 4 pays les plus importants sur le plan économique et militaire dans le monde, les États-Unis, la Chine, la Russie et l'Inde, était tenue de procéder à la réorganisation urgente de l'ordre financier mondial. Cette réorganisation doit cependant commencer par le rejet explicite et définitif de l'image de l'homme, de ce dogme libéral et de ses implications politiques. Il faut mettre fin à l'Empire britannique sous toutes ses formes, mais surtout dans son contrôle sur le système financier. Ces 4 puissances, les États-Unis, la Chine, la Russie et l'Inde, ont un besoin urgent de convoquer une conférence immédiatement et d'adopter un nouveau système de Bretton Woods qui réalisera la pleine intention du président Franklin Delano Roosevelt, c'est-à-dire la mise en place d'un système de crédit qui garantira une fois pour toutes l'industrialisation des pays en développement. Cela doit commencer par la mise en place d'un système de santé mondial qui construit un système de santé dans chaque nation sur cette planète, avec un programme d'urgence, programme accéléré pour lutter contre la pandémie du Covid-19. Mais ensuite, atteindre très rapidement les mêmes normes que celles qui ont été définies par le Hill-Burton Act aux États-Unis après-guerre ou dans les systèmes de santé allemands et français avant la privatisation des années 70. Atteindre ce niveau partout. Comme l'avait dit Roosevelt dans son discours sur l'état de l'Union en 1941, dans la célèbre déclaration de ce qu'il appelait les 4 libertés,
où il a trois libertés, la liberté de se libérer des besoins primaires. Ça veut dire, en fait, international, de faire des accords économiques et que chaque nation puisse avoir une vie saine en temps de paix pour ses habitants et partout. La première dame d'alors, Eleanor, s'était donnée pour mission personnelle de veiller à ce que ces 4 libertés soient incorporées dans la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies. Et dans un document de 1984 de Lyndon LaRouche, qui s'appelait le projet de protocole d'accord entre les États-Unis et l'URSS, projet qui définissait les principes et la base de ce que l'on a appelé l'initiative de défense stratégique proposée, et qui a d'ailleurs été déclarée la politique officielle des États-Unis par le président Reagan lui-même le 23 mars 1983, et proposé d'ailleurs à plusieurs reprises à l'Union soviétique afin de coopérer à un programme global de désarmement nucléaire. LaRouche avait défini la conviction qui représente un aspect absolument crucial de sa vie et de la mission de notre organisation. Le premier article de ce document, dont les principes s'appliquent également à la coopération aujourd'hui entre les 4 puissances et toutes les autres personnes qui veulent rejoindre ce nouveau partenariat. Ce document déclarait à l'époque, je cite, « Le fondement politique d'une paix durable doit être la souveraineté inconditionnelle de chaque État-nation. B. La coopération entre les États-nations souverains en vue de promouvoir des possibilités illimitées de participer aux avantages du progrès technologique au bénéfice mutuel de chacun. » La caractéristique la plus cruciale de la mise en œuvre actuelle d'une telle politique de paix durable est un changement profond dans les relations monétaires, économiques et politiques entre les puissances dominantes et ces nations relativement subordonnées, souvent classées comme nations en développement. À moins que les inégalités persistantes au lendemain du colonialisme moderne ne soient progressivement corrigées, il ne peut y avoir de paix durable sur cette planète. Dans la mesure où les États-Unis et l'Union soviétique reconnaissent que le progrès des pouvoirs productifs du travail sur cette planète est dans l'intérêt stratégique vital de chacun et des deux, ces 2 puissances sont liées à ce degré et de cette manière par un intérêt commun. C'est le noyau des politiques et économiques de pratiques indispensables à la promotion d'une paix durable entre ces 2 puissances. Au regard de l'escalade de la campagne anti-chinoise, comme je le disais, lancée par les services secrets britanniques du MI6 et du MI5, ainsi que des personnes dans l'entourage du président Trump, qui tentent quasiment à chaque heure de se surpasser les uns les autres dans leurs accusations contre la Chine. Je citerai le secrétaire d'État Mike Pompeo, Peter Navarro, le directeur de la politique commerciale, Lindsey Graham, ou encore l'animateur de télévision Tucker Carlson. Et tandis que diverses manifestations de démonstration de force par les forces américaines et l'OTAN semblent être limitées actuellement à cause du nombre d'infections du Covid-19 parmi les équipages, la question existentielle se pose de savoir comment le monde peut sortir de cette dangereuse escalade. Sommes-nous condamnés à revivre le dépassement d'une puissance qui est actuellement en place par la 2e puissance du monde qui conduit à la guerre, comme ça s'est déjà produit 12 fois dans l'histoire. Donc la combinaison d'épidémies de coronavirus, des émeutes de la faim dans le monde, de la crise financière imminente et de la dépression de l'économie réelle mondiale est si écrasante qu'il devrait être clair pour chaque personne réfléchie que l'humanité ne peut sortir de cette crise que si le potentiel économique des États-Unis et de la Chine, soutenus par les autres pays industrialisés, sont déployés et s'augmentent conjointement afin de créer les capacités nécessaires pour assurer les soins, les infrastructures, la production industrielle et alimentaire. Il est dans l'intérêt existentiel de chaque individu et de chaque nation de travailler à cet objectif.
Nous devons créer une sorte de chorale mondiale pour exiger cela et que des millions de personnes exigent cela. Le conflit entre les États-Unis et la Chine n'existe que si les deux forces néoconservatrices des deux parties prévalent, qui sont dans la tradition justement de H.G. Wells, de la conspiration ouverte. C'est-à-dire que, en fait, si les États-Unis acceptent le modèle impérialiste anglais comme la base d'un ordre anglo-américain unipolaire pour maintenir leur contrôle. Cette vision de H.G. Wells a été portée par un certain William Yandell Elliott, qui était le mentor de Henry Kissinger, de Brzezinski, de Samuel Huntington, de tous les néoconservateurs qui ont publié le projet d'un nouveau siècle américain. Si d'autre part les États-Unis reviennent à leur véritable tradition, c'est-à-dire celle de la déclaration d'indépendance contre l'Empire britannique et du système d'économie politique américain d'Alexander Hamilton, alors il y aura une grande affinité avec le modèle économique chinois, puisque ce modèle même contient les principes d'Hamilton, de Friedrich List, d'Henri Carré. D'ailleurs, de la même manière, le père de la Chine moderne, Sun Yat-sen, avait été très influencé par le système américain d'économie politique. Donc, lors de ce sommet d'urgence entre les États-Unis, la Chine, la Russie et l'Inde, et lors de la conférence de fondation qui est nécessaire immédiatement du nouveau système de Bretton Woods, les chefs d'État du monde peuvent reprendre l'esprit de la conférence originelle de Bretton Woods, à laquelle d'ailleurs le chef de la délégation chinoise, qui s'appelait H.H. Kung, avait résumé la proposition de Sun Yat-sen d'une organisation internationale de développement. Kung était l'un des beaux-frères d'ailleurs de Sun Yat-sen, et il avait dit dans son discours à Bretton Woods, la Chine attend avec impatience une période de grand développement économique et d'expansion après la guerre. Cela comprend un programme d'industrialisation à grande échelle, en plus du développement et de la modernisation de l'agriculture. Je suis fermement convaincu qu'une Chine économiquement forte est une condition indispensable au maintien de la paix et à l'amélioration du bien-être dans le monde. Après la Première Guerre mondiale, le docteur Sun Yat-sen avait proposé un plan pour ce qu'il avait appelé le développement international de la Chine. Il a souligné le principe de la coopération avec les nations amies et l'utilisation de capitaux étrangers pour le développement des ressources en Chine. Donc, les enseignements du docteur Sun Yat-sen ont constitué la base de la politique nationale chinoise. J'espère que l'Amérique et d'autres nations des Nations Unies participeront activement au développement de la Chine après la guerre. Donc, comme je l'ai dit, Roosevelt avait soutenu cette internationalisation de cette politique de développement au cours des négociations. Et il a considéré l'augmentation d'un niveau de vie élevé dans le monde comme finalement la clé de la stabilité mondiale. Et il avait vu d'ailleurs la manière de faire qu'il avait été utilisé pour le New Deal. Donc les 4 principales puissances du monde, les États-Unis, la Chine, la Russie et l'Inde, doivent maintenant établir, dans le cadre d'un système de Bretton Woods nouveau, avec toutes les autres nations qui souhaitent y adhérer, un nouveau paradigme de coopération internationale entre les nations, guidé par les objectifs communs de l'humanité. La quatrième des lois, le 4e principe de Lyndon LaRouche définit une plateforme économique qui est qualitativement plus élevée, qui arrive au niveau supérieur de la raison et du principe de ce qu'on appelle le coincidentia oppositorum, développé par Nicolas Decuzes, système par lequel les contradictions issues de la confrontation géopolitique seraient surmontées. Donc, la coopération internationale entre scientifiques, qui s'appuie exclusivement sur des principes physiques universels vérifiables, doit remplacer la primauté de la politique fondée sur l'idéologie et les intérêts. La recherche sur les sciences de la vie, une meilleure compréhension des causes, des caractéristiques de la vie et de son origine dans l'univers, est une des conditions préalables à la lutte contre le coronavirus, par exemple, et tous les autres processus virologiques, bactériens ou autres maladies potentielles. Donc, dans le cadre de ce nouveau système de santé mondial, nous devons mettre en place des centres de recherche médicale collaboratifs à l'échelle internationale, où les jeunes scientifiques de tous les pays en développement seront également formés. La profonde expérience de la pandémie de coronavirus, c'est que la fourniture de soins de santé doit être un bien commun
et ne pas servir à maximiser les profits pour des intérêts privés. Les résultats de ces recherches doivent donc être immédiatement communiqués à toutes les universités, hôpitaux, personnels médicaux de toutes les nations. Un autre domaine dans lequel la coopération internationale vers les objectifs communs de l'humanité est indispensable est la réalisation de la sécurité énergétique et des matières premières, qui pourra être rendue possible grâce à la maîtrise de la fusion nucléaire, de la fusion thermonucléaire et du processus de torche de fusion qui lui est associé. Le projet international ITER, par exemple à Cadarache, dans le sud de la France, qui est un tokamak de réaction de fusion nucléaire, est un projet de recherche internationale qui implique déjà la coopération de 34 pays. C'est un bon début. Mais le financement d'ITER et d'autres modèles de fusion nucléaire doivent être massivement accrus. L'une des principales découvertes de Lyndon LaRouche est le lien direct entre la densité de flux d'énergie utilisée dans le processus de production et le potentiel de densité démographique relative. Donc la maîtrise de la fusion nucléaire est également impérative pour, dans le futur, les vols habités dans l'espace. Donc, la recherche spatiale elle-même. Et c'est un peu le seul domaine, c'est impensable que ça existe sans coopération internationale et qui, plus que toute autre branche de la science, démontre de manière positive ce que la pandémie démontre de manière négative. C'est que nous sommes en fait la seule espèce qui est déterminée par son avenir et dont la survie à long terme dépend de notre apprentissage à mieux comprendre et maîtriser les lois physiques de l'univers. Et ça veut dire étudier les au moins 2 milliers de milliards de galaxies que le télescope Hubble a découvert. La défense contre les astéroïdes, météores ou autres comètes, c'est un des nombreux éléments importants de cette politique. Et pour les pays en développement, une participation illimitée à des projets de recherche, c'est le meilleur moyen, par ce biais, de faire ce qu'on appelle des sauts de grenouille, des sauts qualitatifs scientifiques et technologiques, et de créer les conditions préalables à des économies capables d'offrir à tous les citoyens une vie meilleure et plus sûre. Nicolas de Cuise avait déjà écrit au XVe siècle que toutes les découvertes scientifiques devraient être immédiatement mises à la disposition des représentants de tous les pays, afin de ne pas retarder inutilement le développement de l'un d'entre eux. Il a également constaté que la concordance dans le macrocosme n'est possible que lorsque tous les microcosmes se développent de la meilleure façon possible. Le nouveau paradigme que nous devons façonner pour la coopération entre les nations doit partir de cet intérêt commun de l'ensemble de l'humanité vers la réalisation de laquelle toutes les nations, toutes les cultures, en contrepoint pour ainsi dire comme dans une fugue musicale, sont étroitement liées et s'élèvent à des stades supérieurs les uns les autres de développement de manière anti-anthropique. Sommes-nous, en tant que civilisation humaine, capables, à cette heure déjà tardive, d'éviter le tsunami de pandémie, de famine, de crise financière, de dépression et de danger d'une guerre mondiale? Le monde a besoin de ce sommet des 4 puissances maintenant. Si un tel sommet devait annoncer tous ces changements, un nouveau système de Bretton Woods, les 4 puissances se joignant les mains pour construire un programme de développement mondial pour que la nouvelle route de la soie devienne un pont terrestre mondial, un système de santé mondial, un programme international accéléré dans la fusion nucléaire et les recherches connexes, une mise à niveau de la coopération spatiale, et enfin, et surtout, un dialogue des différentes traditions classiques de tous les pays dans le but de déclencher une renaissance culturelle de la même manière, mais de manière encore plus belle que la grande renaissance italienne qui avait permis de surmonter les horreurs de l'âge des ténèbres du XIVe siècle. Alors, une nouvelle ère de l'humanité pourra naître. Y a-t-il un espoir raisonnable que nous pourrons surmonter la crise profonde actuelle de l'humanité? Je vous dirais absolument. Nous sommes la seule espèce créative connue jusqu'à présent dans l'univers qui a la capacité de découvrir de nouveaux principes de notre univers encore et encore.
ce qui implique la concordance entre notre activité mentale et ses lois physiques. Un des éléments qui jette une lumière de cette perspective optimiste concerne un des aspects de la recherche spatiale, à savoir apparemment le processus accéléré de vieillissement en apesanteur et le changement de ce processus lorsqu'on est en hypergravité. Une meilleure compréhension de ce phénomène, de ce qu'on appelle aujourd'hui la gérontologie spatiale, est évidemment cruciale pour l'avenir des voyages spatiaux habités vers Mars ou dans l'espace de manière plus générale, car il est prévu qu'elle augmentera considérablement la capacité des êtres humains à avoir une vie plus longue en meilleure santé. Donc, si vous considérez que Schubert n'a vécu que 31 ans, Franz Schubert, Mozart, 35 ans, Dante Alighieri, 36 ans, Schiller, 45 ans, Shakespeare, 52 ans, et Beethoven, seulement 56 ans, alors vous avez une idée de combien les génies du futur, avec une espérance de vie de 120 ou 150 ans, pourront contribuer au développement de l'humanité. Donc, rejoignez-nous, mettons fin à cet empire britannique et créons ensemble un vrai avenir humain pour l'ensemble de l'humanité. Merci à tous.